La rencontre d'Alan, William et Kerr, chapitre 13, dernier chapitre. L'air était vif et le soleil levant, radieux, promettait une journée magnifique en ce premier samedi de septembre, lorsque George Burton emprunta la pente légère qui menait au sommet de Oaks Hill et à la ferme des MacDonald. Il tenait sa carabine à plat devant lui, ainsi qu'il s'était mis à le faire depuis que Lobo avait disparu. Par la suite, on imagina qu'il voulait savoir si quelqu'un, et en particulier Ben évidemment, savait quoi que ce soit sur la disparition de son chien. Mais ce n'était là que spéculation, car en fait personne ne sut jamais pourquoi il était venu. Les premières corvées du matin, commencées à l'aube, étaient terminées. La vache avait été traite et mise à paître. Les litières des chevaux avaient été renouvelées et les autres animaux avaient reçu nourriture et soins habituels. Toute la maisonnée y avait participé, même Ben et les filles. Bess et Coral versant aux volailles leur ration de grains et d'eau avant de passer la main dans les nids au cas où il y aurait quelques œufs matinaux. Ben trimballant des seaux d'eau du nouveau puits à l'abreuvoir de la bergerie. Comme elle avait pris l'habitude de le faire récemment, Dame Blaireau s'était étendue de tout son long au sommet du tas de terre près du puits. Elle paraissait apprécier la brise légère qui rebroussait à peine ses longs poils, tandis qu'elle suivait d'un regard paresseux les allées et venues de Ben. Et lorsqu'Esther avait sonné l'heure du petit déjeuner sur le triangle, toute la famille s'était retrouvée dans la maison. Mais la mère Blaireau était restée sur son monticule à somnoler. Les premiers rayons du soleil l'enveloppaient d'une torpeur agréable. Elle s'était accoutumée à l'infinie variété des bruits de la ferme, le bêlement des moutons, le hennissement des chevaux et le piétinement lourd de leurs sabots sur le sol, le tintement du métal, le carillon de l'enclume, le choc mat des bûches qu'on empile, le grincement du cuir des harnais. Elle n'était plus aussi méfiante, ni sans cesse en alerte, comme à ses premiers jours à Oaks Hill. C'est pourquoi, tout d'abord, elle accorda peu d'attention au pas de ce cheval qui approchait, ne tendant qu'une oreille distraite sans ouvrir les yeux. Mais comme il approchait toujours, elle finit par jeter un coup d'œil et fut aussitôt sur le qui-vive. Le cheval n'était qu'à une trentaine de mètres et tournait pour entrer dans la cour, un grand cavalier barbu sur le dos. L'homme ne la vit qu'une fraction de seconde avant qu'elle ne l'aperçoive, et tous deux réagirent instantanément. Elle plongea au bas de son perchoir tandis que Burton épaulait et tirait à la volée. La balle l'effleura avec assez de force pour l'envoyer bouler au moment même où elle atteignait le pied du monticule. Avec un grondement de rage, elle se remit sur pied et fila ventre à terre pour aller se réfugier dans l'ombre de la véranda. En vain. La deuxième balle lui troua le flanc et la projeta contre le bas du mur. Elle rebondit une fois, roula sur le dos et ne bougea plus. Tout cela fut si rapide, si inattendu, que tous les MacDonald, debout au premier coup de feu, n'avaient pas encore atteint la porte quand éclata le second. John fut le premier dehors, mais il stoppa si brusquement que son père le heurta et faillit le culbuter. Ben, qui les suivait, tendit le cou en direction du puits. Il aperçut immédiatement la boule de fourrure gisant au coin de la maison. Il poussa un cri déchirant, sauta au bas de la véranda et se précipita vers elle en hurlant à chaque pas. « Non, non, non !» MacDonald l'avait aperçu et se mit lui aussi à courir, mais en direction de Burton, qui était toujours en selle, très fier apparemment de ses talents de tireur. Mais lorsqu'il vit le visage du fermier, le sourire de l'énorme barbu s'effaça. Son cheval broncha un peu à l'approche de MacDonald, qui saisit la bride de sa main gauche et fixa le trappeur d'un œil terrible. « Imbécile !» hurla-t-il. « Donnez-moi ce fusil !» Bien que surpris, Burton réagit sans tarder. Il souleva son arme, mais au lieu de la tendre, il la pointa délibérément sur la poitrine du fermier. « Je sais pas quelle mouche vous pique, MacDonald, dit-il d'une voix menaçante, mais c'est pas vous ni personne qui va me prendre mon fusil. Reculez d'abord. » MacDonald fit un pas de côté, attrapa le canon de l'arme de sa main libre, tandis que de l'autre, lâchant la bride, il gifla le cou du cheval. L'animal effrayé se cabra aussitôt. Burton, agrippé à son arme, fut désarçonné. Un coup de feu accompagna sa chute.
Esther se mit à hurler et John, toujours paralysé devant la porte, s'écria « Papa !» Ben, assis par terre au coin de la maison, tenait la tête de la mère Blaireau sur ses genoux et sanglotait en regardant s'affronter les deux hommes. La balle laboura le flanc gauche de MacDonald, qui tituba sur le choc, mais sans lâcher sa prise sur le canon de la carabine. Burton heurta lourdement le sol et, un instant étourdi, laissa le fermier lui arracher l'arme. La tenant toujours par le canon, celui-ci se dirigea vers une grosse charrue garée tout près, puis, élevant la carabine au-dessus de sa tête, il la fracassa sur une des grandes roues de fer. Elle se brisa en deux et la crosse amputée du canon rebondit en l'air avant de retomber derrière une roue. « William !» Au cri d'Esther, il se retourna, le canon de la carabine toujours à la main. Burton arrivait sur lui, le poing fermé sur le manche d'os de son couteau de chasse dont la lame scintillait cruellement. Instinctivement, MacDonald balança l'arme tronquée qu'il serrait encore vers le bras de Burton, le manqua mais accrocha au passage la lame du couteau qui se trouva projetée, tournoyant à 3 ou 4 mètres. MacDonald, emporté par son élan, trébucha et, avant qu'il puisse retrouver son équilibre, Burton lui allongea un coup de poing violent au coin du front. Étourdi, MacDonald tituba en arrière, heurta la roue de la charrue et s'écroula. Burton alla ramasser son couteau, puis fit aussitôt volte-face. Le fermier, dont la chemise s'auréolait maintenant d'une tache sombre, essaya de se remettre sur pied, mais il avait du mal à coordonner ses gestes. L'énorme trappeur revenait sans hâte, croyant la partie gagnée, lorsque soudain une masse lui percuta les reins. C'était John, qui s'était lancé à travers la cour pour se jeter contre lui de tout son poids. Le colosse lâcha encore une fois son couteau, trébucha, mais resta debout. Grondant de colère, il asséna un coup derrière lui pour tenter de se débarrasser de l'adolescent qui l'avait ceinturé. La pointe de son coude heurta John au-dessus de l'œil droit avec la force d'une massue. Assommé, celui-ci s'affala, le nez dans la poussière. Entre-temps, MacDonald s'était redressé, mais il n'avait pas encore repris tous ses esprits et restait appuyé, groggy, à la roue de la charrue. Pour la seconde fois, Burton ramassa son couteau. Le coup de feu le prit complètement au dépourvu. La balle fit gicler la terre à un pas devant lui, heurta sans doute un caillou enterré là et ricocha en miaulant vers le ciel. Burton s'immobilisa. « Lâchez ça! Lâchez ce couteau !» C'était Esther, le visage livide. Elle tenait en tremblant la carabine de son mari pointée vers Burton, lequel, à cette distance, n'en menait pas large. Il laissa tomber le couteau en hurlant « Ne tirez pas !» Cette femme, il en était sûr, n'hésiterait pas une seconde à le prendre pour cible. MacDonald était à peu près remis, se dirigea vers son épouse en faisant un large détour, à la fois pour éviter Burton et pour ne pas se trouver dans la ligne de mire de la carabine. Il secoua la tête une ou deux fois comme pour s'éclaircir les idées, et lorsqu'il arriva près d'Esther, elle vit qu'une énorme bosse bleuâtre se formait au-dessus de son oreille droite. « Occupe-toi de John » lui souffla-t-il en lui prenant l'arme des mains. Il agita la pointe du canon en direction de Burton. « Reculez un peu » ordonna-t-il. Le trappeur recula de 10 ou 12 pas puis s'arrêta. Son visage était livide et il respirait avec difficulté. En voyant ses yeux jeter des regards furtifs à droite et à gauche, MacDonald, ébahi, se rendit compte que le colosse était en proie à une terreur presque hystérique. John revenait à lui. Lorsqu'Esther arriva près de son fils, il s'était remis sur son séant et elle l'aida à se relever. Un bras passé autour de lui, elle le soutint jusqu'à la véranda, à couvert derrière MacDonald. Celui-ci s'avança alors à 3 mètres de Burton, la carabine à la hanche, la gueule du canon posément pointée sur la poitrine massive du trappeur. Sa voix, lorsqu'il rompit enfin le silence, était froide, implacable, lourde d'une menace mortelle. « Ne dites rien, Burton, contentez-vous d'écouter. Je vis dans la crainte de Dieu et je déteste la violence, mais je vous jure, le ciel m'en soit témoin, que si jamais vous remettez les pieds sur mes terres, je vous tuerai. » Burton se passa la langue sur les lèvres et un tic nerveux agita plusieurs fois sa joue droite, mais il ne dit rien.
L'homme qui se tenait devant lui ne parlait pas à la légère, cela crevait les yeux. Après un silence, MacDonald continua. Je veux que vous disparaissiez d'ici, Burton. Je veux que vous quittiez ces terres et ce pays. Vous avez acheté la propriété d'Edgar Cecil pour 3 000 $. Depuis que vous l'occupez, elle est retournée en friche. Mais je vous en donne le prix que vous l'avez payé. L'argent sera demain chez Doc Simpson et vous pourrez passer le prendre. Vous lui donnerez l'acte de vente et les titres de propriété. Il fera les papiers à mon nom et vous les signerez. Vous n'avez pas le choix. Je vous donne 3 jours pour faire vos bagages et décamper. Si au bout de 3 jours vous êtes encore là, j'irai vous chercher et faites-moi confiance. Quand je vous trouverai, je vous tuerai. Maintenant, remontez sur votre cheval et partez d'ici. D'un pas tout d'abord hésitant, Burton recula. Mais la peur lui donna bientôt de l'élan, et il courut jusqu'à son cheval qui se tenait à une 30aine de mètres. Il bondit en selle et talonna la bête qui partit au galop, tandis qu'il se couchait sur l'encolure comme s'il craignait encore qu'une balle ne le rattrape. Il savait bien qu'il venait de regarder la mort en face, et tout colosse qu'il fût, il n'avait jamais eu de vrai courage. MacDonald suivit le cavalier du regard jusqu'à qu'il soit avalé par la distance et les vannonnements de la piste, puis il baissa le canon de son arme et son dos se voûta. Il retourna lentement vers Esther et John, toujours debout, là où il les avait laissés. Sa femme courut à sa rencontre, encore en proie à la frayeur. Il lui saisit le bras comme s'il s'arrêtait devant elle. Elle se pencha pour l'embrasser sur le front. « N'aie pas peur, ma chérie, murmura-t-il. Il n'y a plus rien à craindre maintenant. » Mais il fallut d'abord que, de ses doigts tremblants, elle ouvre la chemise de son mari et s'assure que sa blessure n'était qu'une entaille superficielle pour que la peur cesse de la tenailler. Elle se laissa enfin aller contre lui. John les rejoignirent et MacDonald sourit en lui mettant une main sur l'épaule. « Esther, nous avons désormais un deuxième homme dans la maison, dit-il. Va récupérer ce couteau, John, il est à toi. » Puis une ombre d'inquiétude passa dans ses yeux et il demanda « Où sont les filles ?» Esther eut un petit rire nerveux. « Dans leur chambre, et je ne serais pas surprise qu'elles soient sous le lit. Je les y ai envoyées quand je suis rentrée prendre la carabine. » Elle frissonna. « Est-ce que tu te rends compte qu'à part quelques vieilles bouteilles, c'est la première fois que je tire sur une vraie cible ?» Il se dérida. « Après toutes ces années, tu arrives encore à m'étonner. » Elle sourit à son tour, mais reprit aussitôt sur un ton soucieux. « Rentrons, que je puisse nettoyer et panser cette blessure. » Il fit non de la tête et dit à mi-voix. « Ben d'abord, le pansement peut attendre. Occupons-nous du petit. » Ben était toujours assis au coin de la maison et caressait la tête de mère Blaireau posée sur ses genoux. Des larmes coulaient sur ses joues, mais il ne sanglotait plus. MacDonald s'accroupit devant lui. Esther fit de même. Le fermier caressa l'épaisse fourrure brune et grise. C'était la première fois qu'il touchait la bête. Elle était encore chaude, les yeux étaient entr'ouverts et vitreux. Sur sa hanche, les longs poils étaient englués de sang, là où la première balle l'avait terraflé. Une tache écarlate sur son flanc droit, une autre sur la gauche, indiquait l'entrée et la sortie de la seconde balle. « Nous t'aiderons à l'enterrer, fiston, dit-il. » Pour la première fois, depuis qu'il était là, Ben changea de position. Il reposa doucement la tête de sa vieille compagne sur le sol et se mit à genoux. « Non, dit-il, j'irai l'enterrer tout seul, là-bas. » Il fit un geste vers la prairie. Son père était sur le point de dire non, mais Esther l'arrêta d'une main posée sur son bras. Il hocha la tête. « D'accord, Ben, répondit-il. Si tu as besoin de nous, tu sais où nous trouver. » Ben les regarda entrer dans la maison. Alors John s'approcha, le couteau de chasse de Burton à la main. Il ne savait pas trop quoi dire, et, pour finir, bégaya. « On est tous désolés, Ben. Tu veux que je te donne un coup de main ?» Ben secoua la tête. « Tu veux ce couteau pour creuser ?» Non. Ben avait presque crié, et il le regretta aussitôt. « Non, répéta-t-il à voix basse. Je veux pas ce couteau, je vais me débrouiller. » Comme son petit frère ne disait plus rien, John le laissa et monta sur la véranda. Avant d'entrer dans la maison, il se retourna et dit « Je suis vraiment désolé, Benji. »
Cela faisait presque un an qu'il n'avait pas utilisé ce surnom. Ben leva les yeux et lui sourit, touché sans trop savoir pourquoi. Son sourire s'évanouit après que John fut entré. Il contempla le corps inerte de Mère Blaireau, et de nouveau ses yeux s'emplirent de larmes. Des sanglots irrépressibles secouèrent. Il s'essuya les yeux de la paume de la main, mais ils se remplirent aussitôt. Il se pencha et, du bout d'un doigt, ferma un œil de son ami, puis l'autre. Tout près de lui, au bord de la longue plate-bande fleurie que sa mère cultivait devant la maison, il y avait une petite truelle de jardinage plantée dans la terre noire. Il la prit, la nettoya sommairement et la glissa dans sa ceinture. Toujours à genoux, il glissa ses mains sous le ventre de Mère Blaireau et tenta de la soulever, mais embarrassé par sa petite taille autant que par son poids, il n'y réussit pas. Alors, très doucement, il la tourna sur le dos, lui entoura les épaules d'un bras et la redressa comme pour l'asseoir. Puis il passa son autre bras sous son arrière-train et parvint à la soulever contre lui comme un bébé qu'on berce. Elle n'était pas beaucoup plus petite que lui et à peine moins lourde, de sorte qu'il eut beaucoup de mal à se hisser sur ses jambes. Titubant sous le poids de son fardeau, il avança d'un pas incertain. Il commença par suivre la clôture du corral, comme il l'avait fait en partant le jour où il s'était perdu. Il avait décidé de la ramener au terrier et de la déposer dans la chambre souterraine. Il bloquerait le boyau de secours de l'intérieur et après être ressorti par le tunnel principal, il le condamnerait à son tour. Et peu importe s'il se perdait à nouveau, il s'en fichait, il se fichait de tout maintenant. Une ou deux fois, tandis qu'il avançait péniblement, un jacassement plaintif monta de sa gorge. À mi-chemin de la clôture, il se rendit compte qu'il n'y arriverait pas. Déjà ses forces le trahissaient et jamais il ne pourrait la porter jusqu'à la tanière, même en supposant qu'il retrouve l'endroit du premier coup. Il pleurait de nouveau, plus fort, il pleurait d'impuissance autant que de chagrin. À travers ses larmes, il aperçut l'angle sud du corral. C'était là qu'il avait levé la poule sauvage qui s'était enfuie affolée, l'aile basse, en boitant pour l'entraîner loin de son nid, sur ce chemin où il avait fini par rencontrer la compagne qu'il tenait maintenant dans ses bras. Il pourrait aussi bien l'enterrer ici, après le dernier pieu de la clôture, sur la pente sud de Oaks Hill. Il parcourut les derniers mètres en trébuchant à chaque pas, et il eut toutes les peines du monde à s'agenouiller sans tomber pour la déposer dans l'herbe avec précaution. Encore essoufflé, il se mit à creuser sans attendre, mais soudain, laissant tomber la truelle, il se jeta de tout son long sur le sol et enfouit son visage dans le ventre doux de la femelle inerte. Il pleurait comme un bébé, à longs cris spasmodiques, et tout son corps menu était secoué de sanglots déchirants. À la longue, il finit par se calmer un peu, et pour reprendre son souffle, il tourna la tête de sorte qu'il avait maintenant sa tempe contre le ventre douveteux. Alors son corps tout entier se figea et il s'arrêta même de respirer. Pressant son oreille contre le corps flasque, il se boucha l'autre d'une main pour entendre mieux. C'était impossible, et pourtant il l'entendait, rapide, presque imperceptible. C'était bien un battement de cœur. Mère Blaireau était encore vivante. Il releva la tête et la regarda. Ses yeux s'étaient rouverts. Pas complètement, juste un peu, mais ils étaient ouverts. Il contint à grande peine une explosion de joie, et tandis qu'il reprenait espoir, il s'en voulut de n'avoir pas senti plus tôt qu'elle était vivante. Lorsqu'il avait enfoui son visage dans la fourrure délicate de son ventre, sa peau était chaude, et non pas tiède ou froide comme elle aurait dû l'être. Il aurait dû comprendre. Il bondit sur ses pieds et courut vers la maison, mais s'arrêta presque aussitôt pour revenir vers elle. Il ne pouvait pas la laisser seule, comme ça. L'espoir redoublant ses forces, il la reprit dans ses bras et repartit d'un pas titubant. Et enfin, il retrouvera sa voix. « Papa, papa, viens m'aider, papa !»
Il appelait encore quand la famille tout entière sortit de la maison. Tous se mirent à courir vers lui, John et son père distançant rapidement les autres. Ce dernier était torse nu et un bandage d'une blancheur immaculée lui barrait le ventre. Ben, la voix entrecoupée de sanglots de soulagement, hors d'haleine et chancelant sous son fardeau, se lança dans des explications désordonnées. Elle est vivante. Pas, John, son cœur, je l'ai entendu, elle est chaude, il bat, son cœur, vivante, vivante. Il trébucha devant eux, et John eut juste le temps de l'empêcher de tomber en avant avec sa charge. Son père recueillit la bête dans ses bras avec précaution et l'emporta vers la maison à grands pas, accompagné de Ben, qui dansait autour de lui dans un état d'excitation extrême. En rejoignant Esther et les filles qui arrivaient, William hocha la tête d'un air convaincu. « Elle est vivante, il n'y a pas de doute, elle vient de cligner des yeux. Tu vas avoir un autre blessé à soigner, Esther. » Il plaisantait à peine en disant cela, mais ce fut quand même lui qui s'occupa de la mère Blaireau. Il la coucha sur un drap propre plié en quatre, demanda de l'eau bouillie et des désinfectants qu'on lui apporta aussitôt, et appliqua des compresses humides sur ses blessures avec une douceur remarquable. Le trou d'impact avait le diamètre de la balle, ce qui était assez normal. En revanche, elle avait laissé un orifice à peine plus large en sortant, ce qui était surprenant et d'assez bon augure. MacDonald expliquait cela tout en s'affairant. Les plaies sont propres, la balle n'a fait qu'entrer et sortir. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, elle n'a pas touché d'os. Il écarta les lèvres de la plaie, en inspectant l'intérieur avec soin, approcha son nez. Ça ne sent pas mauvais. Les intestins doivent être intacts aussi. Ça, c'est inespéré. Elle a peut-être une chance de s'en sortir. Peut-être. Il utilisa du whisky comme antiseptique, mais comme elle semblait réagir assez mal à la morsure de l'alcool, il renonça à désinfecter plus en profondeur. « Pas la peine d'insister plus, marmonna-t-il. Elle a déjà été assez choquée comme ça. On va bien nettoyer autour et ça ira. Allez me chercher mon rasoir. » Ben fit l'aller et retour au galop, tandis le rasoir à son père et, fasciné, le regarda tailler un cercle de 6 centimètres dans la fourrure autour de chaque plaie, les nettoyer encore avec une compresse imbibée de whisky, puis les recouvrir d'une pommade antiseptique. Enfin, il disposa une compresse propre sur les blessures qu'il fixa fermement, mais sans serrer, avec de longs bandages qu'Esther avait apportés à sa demande. À la fin de l'opération, la mère Blaireau ressemblait plus à une momie qu'à une bête sauvage. William nettoya aussi les raflures qu'elle avait sur l'arrière-train et y appliqua de la pommade, mais sans la bander. Puis il la souleva avec précaution et, toute la famille sur les talons, l'emporta dans la chambre qu'elle partageait avec Ben. Elle poussa un long soupir un peu asthmatique à l'instant où il la déposa sur la couverture au pied du lit. Il allait se relever lorsqu'il sentit une petite main se poser sur son bras. Il se retourna, un genou encore sur le plancher. C'était Ben. « Papa, dit le petit garçon en hésitant, tu crois qu'elle va guérir ?» MacDonald eut soudain l'envie brûlante de dire oui, de se montrer confiant et optimiste pour consoler Ben. Le gamin avait déjà subi tant d'épreuves. À quoi bon augmenter ses tourments ? Mais il secoua la tête, l'air incertain. Mieux valait, à ce moment-là, plus qu'à tout autre, être totalement honnête avec lui. Il tendit le bras et posa sa main sur l'épaule de son fils. « Franchement, mon petit, ça m'étonnerait. Je ne vois pas comment elle pourrait survivre à ce coup de fusil. Même si la balle n'a pas endommagé d'organes vitaux, et ça, nous n'en savons rien, elle peut encore mourir des suites du choc qu'elle a subi. Il arrive que les animaux, les gens aussi d'ailleurs, survivent à des blessures terribles, alors il y a peut-être un petit espoir. Mais il ne faut pas trop compter là-dessus. Ça fait peine à dire, mais honnêtement, je ne crois pas qu'elle passera la nuit. » La lèvre de Ben se mit à trembler, mais il ne dit rien. Son père lui pressa l'épaule, regrettant de ne pas trouver les mots qu'il aurait fallu pour faire comprendre à un petit garçon de 6 ans que la vie est une chose terriblement fragile et que la mort, aussi douloureuse qu'elle soit, fait partie de la vie, et que prendre conscience de cela et l'accepter fait partie de ce qu'on appelle grandir, mais que ce n'était jamais facile pour personne. « J'espère qu'elle survivra, Ben, ajouta-t-il à mi-voix.
mais c'était tout ce qu'il pouvait dire. Ben hocha la tête, et bien qu'il eût dans ses yeux une profonde détresse, il regarda son père droit bien en face. MacDonald comprit soudain. Il en fut presque choqué, que l'enfant avait parfaitement entendu tous ces mots qu'il n'avait pas su prononcer, car il ouvrit lentement ses lèvres tremblantes et, d'une voix mal assurée, murmura « Si elle meurt, est-ce que tu m'aideras à l'enterrer, papa ?» Les yeux de MacDonald s'embuaient à leur tour, et sa main, quittant l'épaule de Ben, enserra tendrement la nuque du petit garçon. Alors, sans même s'en rendre compte, il trouva exactement les mots qu'il fallait. « Bien sûr, Ben, si elle ne guérit pas, et si tu es d'accord, nous l'emporterons ensemble là-bas, où tu vivais avec elle, et nous la laisserons dans sa tanière, chez elle, pour son dernier sommeil. » De nouveau, un flot de larmes silencieuses inonda les joues de Ben, et pendant un long moment, il regarda son père, partageant avec lui un lien nouveau, un lien qu'il n'avait jamais imaginé possible. MacDonald se taisait, et ce silence mutuel était leur premier vrai dialogue. Alors, d'un seul mouvement, Ben se jeta dans ses bras. Entourant le cou de son père, de ses bras fluets, il se mit à sangloter éperdument. Et il serrait si fort que William MacDonald avait bien du mal à reprendre son souffle. Mais ça n'était pas grave, il venait enfin de retrouver son fils.